Lorsqu'on fait un projet de recherche, il faut qu'il y ait un aspect novateur, donc nouveau dans notre recherche. Mais il faut qu'on parte également de ce qui est connu à ce jour. Donc, il ne faut pas que ça soit complètement en dehors de ce qui a déjà été fait. Pour trouver un sujet de recherche pertinent, il faut partir d'une problématique qui est pertinente. Quand on veut identifier une problématique, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, on peut, par exemple, identifier des lacunes au niveau de la méthodologie, donc des façons d'étudier le phénomène qui n'ont pas encore été utilisées. Euh, Documenter le phénomène au regard d'une réalité nouvelle. Donc, s'il y a eu un changement historique, économique, politique, par exemple, récent, puis qu'on veut étudier le même phénomène, mais au regard de ces changements-là. Ou sinon, on peut aller chercher un cadre théorique. Donc, ça peut être particulièrement intéressant d'aller chercher un cadre théorique pour apporter un éclairage nouveau à un phénomène d'intérêt, particulièrement dans le cadre d'une recherche qui est de type qualitative. Dans cette capsule, on va voir tout ce qu'il y a à savoir pour élaborer notre sujet de recherche en se basant sur un cadre théorique pour identifier une problématique pertinente sur laquelle reposer ce sujet de recherche. Vous avez choisi un thème de recherche, vous avez commencé à faire des lectures et là, vous devez trouver une bonne problématique pour énoncer votre sujet de recherche, donc pour cibler votre phénomène à l'étude. Voici comment vous pouvez procéder si vous décidez d'élaborer votre problématique en lien avec un cadre théorique. Donc, disons que vous avez choisi le thème de la cyberdépendance. Vous faites plusieurs lectures, ce qui vous permet de dresser l'état des connaissances. Donc, dans l'état des connaissances, disons que vous trouvez beaucoup d'études qui sont des études exploratoires, donc des entrevues, par exemple, qui ont été conduites avec des personnes qui se disent cyberdépendantes. Également des études descriptives, mais surtout basées sur une approche quantitative, donc le pourcentage de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, des jeux en ligne, à quelle fréquence, combien d'heures par jour, etc. Vous identifiez une problématique, donc vous identifiez la lacune sur la base de vos lectures selon laquelle vous avez trouvé peu d'informations sur les raisons pour lesquelles certaines personnes deviennent dépendantes. Donc, comment expliquer euh, que s'instaure une telle dépendance envers les jeux en ligne ou envers les réseaux sociaux ou toute autre pratique en ligne. Donc, vous pouvez aller chercher un modèle théorique pour tenter d'expliquer, donc d'amener un éclairage nouveau qui nous permettrait d'avoir des pistes sur la compréhension de ce phénomène. La théorie que vous allez choisir sur la base de votre intérêt et également, bien sûr, sur la base de la pertinence avec le phénomène à l'étude, va vous permettre d'établir des liens entre les données que vous allez ensuite collecter sur le terrain et certaines caractéristiques qui sont prévues par le modèle. Donc, quand on va chercher un cadre théorique, ça nous permet de faire des liens entre quelque chose qu'on a observé et des prémices qu'on a déjà établies par la littérature. Donc, voici des exemples qu'on pourrait élaborer de phénomènes à l'étude en utilisant différents cadres théoriques. Renforcement associé à l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes. Donc, il y a des termes comme ça qui réfèrent spécifiquement à certaines théories. Donc, si on parle d'inconscient, par exemple, en psychologie, on réfère à la psychanalyse. Il y a certains termes qui sont du vocabulaire spécifique au cadre théorique. Ici, le terme renforcement, c'est un terme qu'on a emprunté à un cadre théorique behavioriste. Donc, on va parler de renforcement et de punition dans le cadre de la théorie du conditionnement opérant. Ici, pour formuler notre phénomène à l'étude, on n'a pas besoin de le développer, mais bien sûr, quand on fera l'état des connaissances, quand on rédigera le rapport, il va falloir développer là, cette théorie-là. Donc, les renforcements, c'est les aspects de l'environnement qui amènent une augmentation de la fréquence d'un comportement chez l'apprenant. Donc, par exemple, si on vous donne 5 chaque fois que vous faites la vaisselle, et vous allez avoir tendance à faire la vaisselle plus souvent. Donc, il y a plusieurs types de renforcements qui sont présents dans les réseaux sociaux. Fait qu'avec un phénomène à l'étude tel que celui-ci, plus tard, ce qu'il y aurait à faire, c'est d'aller collecter des données sur le terrain où on demanderait aux gens, par exemple, qu'est-ce qu'ils aiment dans les réseaux sociaux,
Puis, dans nos analyses, dans la troisième étape du cycle de la recherche, nous, on ferait des liens entre ce qui a été rapporté par les participants et les différents renforcements. Donc, la définition d'un renforcement, on pourrait faire différentes catégories pour essayer de décrire le phénomène sous l'angle de cette théorie. Relation entre les carences dans les besoins liés à l'estime de soi et les caractéristiques des avatars créés dans les jeux en ligne. Donc ici, on parle de besoins. Quand on parle de besoins, on est en psycho souvent dans l'approche humaniste. Et si on parle des besoins liés à l'estime de soi, il peut y avoir plusieurs modèles, mais ici, disons qu'on est avec le modèle de la pyramide de Maslow. Il faudrait donc aller, encore une fois, lorsqu'on va être rendu dans développer là, notre état des connaissances, on ira contextualiser cette théorie-là, puis définir comme il faut l'estime de soi. Et ici, on est en train d'essayer d'adopter un angle théorique qui va nous permettre d'expliquer la relation entre des carences dans la vie réelle, si on veut, au niveau de l'estime de soi. Donc, on pourrait aller plus spécifiquement encore avec l'image de soi, aller chercher un autre modèle théorique qui parle plus spécifiquement de l'image de soi. Puis, ce qu'on irait collecter auprès des participants de recherche, c'est des informations sur les caractéristiques des avatars qu'ils vont créer. On pourrait demander aussi des questions qui nous permettraient d'évaluer l'estime personnelle de ces mêmes participants, puis on pourrait mettre ça en relation, puis aller expliquer ça à la lumière de la théorie de la pyramide des besoins de Maslow. Un troisième et dernier exemple, relation entre les manifestations de la superdépendance et les comportements d'addiction selon le modèle du circuit de la récompense. Donc, le modèle du circuit de la récompense vient de la biopsychologie. Donc, c'est des explications qui sont basées sur des circuits cérébraux qui impliquent la dopamine et qui nous amènent à répéter des comportements, donc à orienter notre comportement de façon privilégiée vers la satisfaction d'un besoin en particulier. C'est ce qui nous permet naturellement de répondre à des besoins comme nos besoins alimentaires, mais qui peut aussi amener des problèmes de dépendance, comme on l'observe dans le cas des personnes qui ont des troubles liés à la toxicomanie. Maintenant, le modèle pourrait nous permettre d'établir si c'est le même type de manifestation qu'on retrouve lorsqu'il est question de dépendance envers Internet, donc envers les jeux vidéo ou les réseaux sociaux, par exemple. Il y a beaucoup de choix de cadres théoriques qu'on peut utiliser. Donc, comment on fait pour en choisir un? Euh, On commence tout d'abord par dresser la liste des différents cadres théoriques qui pourraient nous intéresser. Donc, on part des cours d'introduction. Donc, on va aller chercher des cours d'introduction dans un champ ou dans une discipline qui nous intéresse, puis on va essayer d'identifier qu'est-ce qui serait pertinent dans ces différents modèles-là pour apporter un éclairage nouveau sur le phénomène. Fait qu'on a quand même une certaine latitude parce que le but, c'est justement d'apporter un éclairage nouveau. Donc, on peut aller chercher des modèles dans différentes disciplines pour justement répondre à ce besoin. Il faut quand même qu'il y ait une certaine pertinence, qu'il y ait un certain lien là, entre la théorie qui a été déterminée et le phénomène qui nous intéresse. Une fois qu'on a une théorie ou un concept, une notion qui est issue de cette théorie-là, qu'on veut utiliser pour faire un lien avec notre phénomène d'intérêt, c'est important d'aller lire des ouvrages qui ont été publiés par l'auteur à qui on accorde la paternité de la théorie. Donc, les études récentes, en général, quand on fait de la recherche scientifique, on veut toujours trouver les données les plus récentes parce qu'on est dans l'état actuel des connaissances. Mais lorsqu'il est question de modèle théorique, c'est différent. On ne veut pas aller chercher les études récentes parce que ce serait des gens qui citent d'autres personnes, donc des références secondaires. On veut aller chercher directement l'auteur. Donc, si c'est, par exemple, la théorie de l'attachement, on va aller chercher les articles de Bowlby, même si c'est des articles qui vont dater des années 60. Donc, on s'attend à ce que le- le- l'article d'origine ou l'ouvrage d'origine soit cité lorsqu'on va chercher un cadre théorique. Une fois qu'on a déterminé donc notre cadre théorique, qu'on a lu le ou les ouvrages d'origine à ce sujet-là, ou en tout cas qu'on a lu les parties qui sont pertinentes pour notre étude, bien, on est prêt à dresser notre phénomène d'intérêt en faisant un lien entre le thème qui nous intéresse et le cadre théorique. Puis pour compléter notre sujet, il nous restera tout simplement qu'à ajouter la population chez qui on va étudier ce phénomène.